Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous savez très bien ce qui se passe actuellement au Soudan. Tentative de coup d'État. Malheureusement, nous vivons encore ça une fois de plus en Afrique. C'est toujours chez nous où nous devons vivre ça. Les tentatives de coup d'État. À n'en point finir. Quels qu'en soient les cas, en Afrique, il faut toujours qu'il y ait une tentative de coup d'État. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas quand la cause est noble, quand la cause est juste. Mais à un moment donné, il va falloir que ceux qui dirigent les pays africains prennent rapidement conscience de la nouvelle génération, qu'ils prennent rapidement conscience des besoins de la population. Parce que si vous venez au pouvoir en pensant que vous êtes encore à 1990 ou à 1980, alors vous aurez toujours affaire au coup d'État. Parce que la nouvelle génération, même si elle reconnaît que le coup d'État n'est pas un moyen légal d'accéder au pouvoir, ils disent souvent qu'ils s'en foutent. Et même si on peut vous retirer au pouvoir tout en vous faisant des coups d'État, cette nouvelle génération-là pense que ça ne les concerne pas. Ils ne vont pas vous aider à défendre votre pouvoir parce que quand vous êtes là, vous ne comprenez pas du tout ce que le peuple réclame. La team, ceci étant dit, je vais vous laisser suivre ces petites minutes du débat sur Afrique Média qui concerne et parle juste de tentative de coup d'État au Soudan. La team, écoutez. Du continent africain, le cas du Soudan, et avec ce que les autres ont dit, que tout cela qui guette d'autres régions du continent et même la sous-région Afrique centrale. Et pourquoi pas le Cameroun? Ça, c'est une supposition. Comment est-ce que, quelle est un peu votre lecture de ce qui se passe actuellement au Soudan? On parle d'un coup d'État ou même une tentative de coup d'État qui fait pratiquement du mal aux Africains lorsqu'ils regardent leur continent en train de se déchirer. Permettez-moi de saluer les analyses de haut niveau qui m'ont précédé. Je crois que je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par Madame Linda Larbaoui, à qui je fais vraiment un coucou. Je lui retourne les paroles d'amabilité de haut niveau qu'elle a fait à mon endroit. Je voudrais lui témoigner que j'ai le même sentiment quand je la vois. J'ai les mêmes émotions qu'elle. J'apprends aussi beaucoup d'elle. C'est le partage de la connaissance. C'est ça qui est le partage de la connaissance. Donc je la salue. Elle a fait une excellente analyse pour planter le décor. Un tableau géopolitique. Lecture géopolitique. Charlie l'a fait. Le docteur Ngwem l'a fait. Je pense que le docteur Douma, lui, il a insisté sur la mentalité des dirigeants. Les enjeux liés aux égos, à l'amour du pouvoir, etc. Donc je pense qu'il faut continuer à approfondir cette réflexion. Approfondir parce que il ne faudrait pas revenir à ce qui a été dit. Charlie a dégagé l'importance du Soudan, qui est à la jonction de routes maritimes vitales, non seulement pour l'économie mondiale, mais pour l'économie américaine, et ce que le Michel a bien appelé la thalassocratie. C'est-à-dire qu'une puissance maritime. Il faut qu'on s'explique là-bas. Je vais juste approfondir un peu ce que Charlie a dit et ce que Mme Linda Larbaoui a dit et les autres. L'Amérique considère, dans la géopolitique américaine, l'Amérique considère que le territoire américain, c'est le monde entier. Et si quelqu'un ne comprend pas la géopolitique américaine, il ne sait pas de quoi il parle. Donc, du coup, l'Amérique partage le monde en régions stratégiques. Et il y a des régions qui sont prioritaires, c'est évident, puisque dans la pensée géopolitique américaine qui est pluricentenaire, c'est la Chine. L'idée de la Chine, vous contrôlez la Chine, vous contrôlez le monde. C'est Mackinder qui a pensé ça. Donc l'essence de la géopolitique américaine est tournée sur le contrôle de la Chine. Mais comme la Chine elle-même, c'est un pays monde, de par sa grandeur et sa démographie, pour encercler la Chine, vous devez encercler le monde. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous devez encercler le monde. Donc, la thalassocratie américaine, sur le plan géopolitique, a donc besoin, si le monde est un territoire, il faut que je sois en mesure, en un temps record, d'aller d'un point à l'autre du territoire, en un temps record, c'est-à-dire en temps réel, sur le plan géopolitique. Ça veut dire que, de manière à ce que je puisse maîtriser le territoire avant que mon ennemi, mon rival géopolitique ne me frappe. Ce qui suppose donc de cartographier le monde sur le plan militaire et en faire de chaque région du monde une base américaine.
Africom, tout ça c'est quoi? C'est quoi? Africom, c'est quoi? Dans le jargon militaire, vous comprenez ça. Africom, on dit bien, c'est comme au Cameroun, on dit région militaire. Les régions militaires au Cameroun, les régions militaires. Les Américains estiment que si on dit Africom, c'est que le commandement Africom doit s'assurer qu'il n'y a aucun rival qui émerge là-bas, il n'y a aucun rival qui puisse damer le pion aux Américains. Ça suppose que il faut contrôler les pays qui sont majeurs sur ces routes maritimes. Il faut les contrôler. Ça s'appelle en géopolitique les États pivots. Les États pivots ou les épicentres. Un État pivot, c'est un État qu'on fabrique. On donne les moyens pour jouer un rôle, pour être un appoint géopolitique. Linda Larbabi a souligné, a convoqué l'Égypte. Elle a raison, Charlie aussi. Ils ont raison. C'est-à-dire qu'on va surramer l'Égypte, mais pour que l'Égypte soit un prolongement, un comptoir militaire américain dans la sous-région, et on va sous-traiter des tâches géopolitiques à l'armée égyptienne, en s'assurant que ça peut être la meilleure dans la région, mais qu'elle ne dérange pas Israël. Par exemple, qu'elle ne dérange pas Israël, en même temps, elle doit jouer le cinéma de la paix. Moi, j'ai fait la paix entre les pays arabes, l'Égypte a une position spécifique là, tout ça est comme ça, mais c'est un jeu compliqué, mais on essaie de faire ça. Mais l'essentiel, c'est que l'Égypte est un État pivot. On lui donne des ressources militaires de manière à ce qu'elle puisse contrôler la région. Autre que, il y a les États pivots, mais il y a des épicentres géopolitiques. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est un épicentre géopolitique? C'est un endroit qui, historiquement, sur un temps assez long, a été toujours un lieu où il y a des batailles géopolitiques, historiquement. Historiquement. Une puissance en empare, perd le terrain, l'autre puissance vient, perd le terrain, l'autre revient. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va activer ces conflits multimillénaires. On va activer ces conflits millénaires pour déstabiliser l'épicentre. De manière à ce que l'État qui est là, qui n'est jamais l'émergence d'un État dans l'épicentre, qui puisse être un problème pour les ambitions américaines, par exemple. Le Soudan vit ça. Le Soudan est un État déstabilisé par nature. Par nature. Par nature. Et la question du Darfour. Mais il y a maintenant le Soudan du Sud. Attention, le Soudan du Sud. C'est-à-dire que c'est un État qui est déjà déstabilisé. C'est pour ça que les grilles d'analyse qui n'intègrent pas tout ce que nous disons ici font rire. Font rire. En même temps, quand vous regardez l'information qui circule sur l'enjeu soudanais, ça fait pitié. Les Occidentaux, une fois le plus, dominent l'information. Les récits sur la question sont les récits de qui? France 24, RFI, tous ces machins, on donne pas. Or, ce sont, quand vous lisez ça, vous n'allez rien apprendre. Parce qu'il vous faut ce qu'on appelle le présentisme. Ils décrivent les effets que le commandant, là, le général, le numéro 2 a dit que je contrôle l'aéroport. Non, je contrôle l'aéroport. L'autre a démenti. Bon, il y a 59 morts. Frappe aérienne ici. C'est-à-dire un anecdotisme le plus sensationnel qui fait l'impasse sur les vrais enjeux de la guerre. C'est pour ça que c'est un travail extraordinaire qu'on fait tous les dimanches. Parce qu'ici, on est obligé de mettre sur la table les vrais enjeux qui n'ont rien à voir avec l'anecdotisme des médias, mais qui ont intérêt à ce que les vraies choses soient cachées. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Donc, si vous intégrez la question du Darfour, le Soudan du Sud, vous comprenez ce qui est en train de se passer au Soudan, ce qu'on appelle par exemple le Soudan du Nord. Vous comprenez ce qui est en train de se passer immédiatement. Dans tous les pays du monde, aucune armée, aucune nation ne peut survivre à une rivalité de deux dirigeants, surtout quand ils sont militaires. Dès que vous avez deux dirigeants militaires, deux généraux qui apparaissent un matin, disent que bon, on est ensemble pour diriger le pays, vous êtes morts. Ça ne durera pas. Avec une armée quasi espagnole, comme l'armée du Soudan. C'est une armée espagnole. Vous savez qu'il y a eu un accord de paix en 2019, où des paramilitaires, ce qu'on appelle les FSR, les forces de soutien rapide, sont des paramilitaires qu'on a intégrés de force dans l'armée. Et il y avait une armée historique qui est là, ces militaires-là. Mais comment faut cohabiter ces deux types d'armées? Ils cohabitent comment? Je vous pose la question. Ils vont cohabiter comment? Mais je vous dis qu'ils vont cohabiter comment? Et par exemple, comme en Côte d'Ivoire, là-bas c'est grave. C'est une armée sur-espagnole qui est en Côte d'Ivoire. Tout cela a été fait exprès. C'est fabriqué, c'est construit. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est quoi l'accord de paix? Que les Occidentaux parlent d'un accord de paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous donne une paix provisoire. Toutefois que les Occidentaux parlent d'un accord de paix, le pays là est mort. Le pays là est mort. Je vous dis, écoutez, quand une armée n'a pas de chef, il y a deux chefs. Ça fonctionne, vous avez mis l'armée doit avoir un chef. L'armée c'est un commandement, un chef. Mais si une armée a deux chefs, vous parlez de quoi? Mais ça peut pas fonctionner parce qu'un chef, il faut seulement qu'un des deux mains disparaisse pour que ça
Faites n'importe quoi, ce n'est pas une affaire de morale. Il faut éviter d'arriver à ce type de situation parce que ça finit toujours comme ça. Donc, il vous a dit, donc vous voyez d'abord l'armée soudanaise, d'abord historiquement, contre 70%, même 75% du budget sur le moment LBC du pays, c'était consacré aux militaires qui avaient des avantages extraordinaires. Le Soudan, c'est fondamentalement une bureaucratie militaire, c'est un peu comme l'Égypte. Comme l'Égypte. Alors, quand on avait une bureaucratie militaire, les militaires de l'économie, c'est pas leur rôle, ils ne savent pas ce que c'est. Vous avez déjà un État qui va dépendre de l'aide extérieure d'une manière ou d'une autre. Parce que les militaires ne savent pas développer l'économie, ce n'est pas leur travail. Quand vous avez 70% du budget d'un pays, 75% du budget d'un pays, qui sont gérés par les militaires, ils se sont donné toutes sortes de privilèges au détriment de la population. Quand a suivi une crise économique, ça veut dire que ce que les pays vendent, par exemple, à l'étranger, les coûts se volatilisent, c'est fini. Il y a une raréfaction de revenus, les militaires ne savent pas comment fructifier l'argent. C'est fini. C'est ça qui a été la crise au Soudan. Dès qu'on a mis sur la table la question de revoir les privilèges des militaires, il y a eu un coup d'État, dans le coup d'État. Il y a eu un coup d'État. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Maintenant, en plus de ça, maintenant, on vient intégrer les paramilitaires, les anciens rebelles du Darfour, on vient les intégrer là. Et vous avez d'un côté d'autres qui soutiennent les civils, quand ça les arrange, militaires avec ce qu'ils font avec les civils, dans les revendications pro-démocratiques, et tout à l'heure parler des Américains, on a tout compris, les Américains, avec les fameux des Américains, vous avez d'un côté l'autre militaire qui est là, qui dit qu'ok, on va voir, ça dit que bon, maintenant tu avais les civils, qui lui aussi réfléchit comment est-ce qu'il va rester, il va conserver le pouvoir. Les deux chefs de file du pouvoir s'entendent depuis au moins un mois. Mais en fait, c'est un vieux désaccord. C'est un vieux désaccord, vous voyez un militaire de rang, de profession, de carrière, il va se soumettre à ce qu'il appelle lui un supplétif. Il va se soumettre. Et ça, ce sont des situations les plus que les Occidentaux adorent. Non seulement ils les créent, mais ils activent ça, ils nourrissent ça. Vous comprenez? Vous regardez, quels sont les alliés du Soudan au départ? Pouvoir soudanais, militaire depuis. Les Émirats. Les Émirats. Mais dans la géopolitique mondiale, c'est quoi les Émirats? Lorsque vous êtes quelqu'un qui dépendait des Émirats, vous êtes mort. Parce que le jour où les Américains leur disent, monsieur, ça va, tu es mal parti. C'est fini. Maintenant qu'il y a des changements géopolitiques au niveau mondial, Linda Larbavi a souligné ça, vous comprenez très bien que bonsoir, il y a des anticipations. Il y a des anticipations. Et quand on anticipe, mais c'est qui va tirer le premier? C'est qui va tirer le premier? C'est ce qui va se passer au Soudan, exactement. C'est de cela qu'il s'agit. Ça devait arriver pour ceux qui savent analyser. On en parlait hier. Ça devait arriver. N'importe comment. Ça devait arriver. Donc il y a un blocage dans le pays qui fait que, les conditions de vie des citoyens se détériorent au jour le jour. Je rappelle, les militaires ne savent pas faire l'économie, c'est pas leur rôle. Il est rare dans l'histoire de voir que les militants développent un pays sur le plan économique, c'est pas leur travail. Et leur rôle, c'est de faire la guerre. On n'arrive pas à satisfaire les besoins de la population. Ce qui renforce les dynamiques pro-démocratiques. Or, ces dynamiques pro-démocratiques sont manipulées et prises en charge par les Américains. Dans les conditions même socio-économiques ne permettent pas à l'armée de gérer le pays avec sérénité parce qu'elle n'arrive pas à répondre immédiatement aux besoins présents des populations. Vous avez d'un côté les paramilitaires qui servent, c'est ça, pour dire que non, vraiment, il faut discuter ceci, il faut ceci, machin, qu'on sort, parce que, comme on entend de dire, il y a un jeu de rivalité entre les deux, entre la Russie et le bloc occidental. Il y a la question de la base militaire russe. Effectivement, à Tartous. C'est un enjeu majeur. Et dans les deux camps, les deux ne s'entendent pas sur les modalités de mise en place de cette base militaire russe. Vous comprenez? Alors, selon l'une dit un truc extraordinaire, et les Africains doivent faire attention. Cette situation de Soudan nous parle sérieusement. Comment ça, président Badakane? Pour la simple raison que les Occidentaux, notre monsieur a souligné ça, qui perdent en Ukraine ne rêvent pas. Leur base arrière, c'est l'Afrique. Ils vont revenir brutalement en Afrique. Et les Américains sont très décidés dans ça, parce que quand vous voyez qu'un pays s'assoit, souvent dans son parlement, c'est ce qu'ils appellent congrès. Ils osent appeler même ça un congrès américain. Ils votent une loi pour dire qu'on interdit aux pays africains de commercer avec la Russie. Mais on est en train de vous dire qu'on donne une base, un cachet légal à la guerre qu'on va faire aux Africains. C'est passé comme ça. Silence total. Les présidents ont fait la sagesse. Ils sont sages. Ils ne parlent pas. La sagesse. Ils sont sages. Mais vous ne pouvez pas. D'autres là, tu dis, mais ils sont sages, non? Ils ne parlent pas. Mais comment un pays peut s'asseoir dans son congrès et décider que tout pays
qui va commercer avec la Russie, on peut tuer son président, on peut le renverser, on peut même tuer directement les gens de la société civile, entre guillemets, qui sont pro-russes. La loi là, c'est pas possible. Cette loi, mais ça dit, c'est pas possible. C'est une déclaration de guerre à toute l'humanité. C'est un recul extraordinaire. La loi HR. Voilà. Pourquoi l'Amérique a voté cette loi? Parce que l'Amérique anticipe très bien en nucléaire. Ils ont déjà perdu en nucléaire. Ils le savent. C'est fini. Ils vont rentrer en Afrique pour dépiécer l'Afrique en morceaux. De manière c'est qu'on soit chaque morceau africain soit aligné sur un métier, sur un pôle. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc c'est comme ça, ce qui se passe au Soudan va se passer dans plusieurs pays. Mais regardez le Niger. Pourquoi on a limogé sur l'état-major du Niger? Mais on est en train d'anticiper. Qu'est-ce que vous croyez? On a dit ça ici. Pourquoi on limoge sur l'état-major du Niger? Pourquoi? Ils vont... Mais attendez. L'Europe va manger où? Ils vont devenir quoi? Vous avez un monde multipolaire. Ils deviennent quoi? Le bataille va être à tout prix. Il y a eu ça par le passé. Obligé à ce que le monde multipolaire ne débouche pas sur un drame, sur leur effacement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se battre de toutes leurs forces pour imposer aux Chinois et aux Russes une négociation entre eux. Mais la base arrière, c'est là quoi? L'Afrique! C'est vous qui veut toutes les matières premières, sans lesquelles il n'y a pas d'économie mondiale. Laissez les revenus des virtuels matières numériques. Est-ce qu'on construit le monde dans le virtuel? Pour que le virtuel marche, il faut qu'il y ait une base matérielle. La base matérielle, c'est vous qui l'avez. Mais il ne faut pas que vous ayez les possibilités de fixer les prix de matières premières. L'économie mondiale va s'écrouler. D'où les chiffromanies falsifiées de l'Afrique à moins de 2% du commerce mondial. Alors qu'en réalité, vous êtes au moins à 50. S'il fallait payer vos matières premières à juste prix, vous êtes à plus de 50. Tout ça dépend de vous. La valeur ajoutée provient de la valeur brute de la matière première. Si tu connais la matière première, pour gagner les marges, n'est-ce pas, les marges ajoutées, il faut qu'on diminue, on dévalorise le brut. C'est clair. Et comment on dévalorise le brut? C'est que mais il faut que ceux qui ont les matières premières n'aient pas la possibilité d'en fixer les prix. Aussi simple que ça. C'est la division internationale du travail. Aussi simple que ça. Donc ça va revenir en Afrique. Ça va revenir et c'est déjà là. C'est déjà là. Comme la première guerre froide, on en a fait les frais. Mais on ne peut pas accepter ça. C'est de cela qu'il s'agit. Or, c'est ce qui se joue au Soudan. Le Soudan, c'est l'affrontement du bloc occidental contre le bloc euro-asiatique, russo-asiatique, russo-chinois si vous voulez. Mais c'est ça qui est en train de se jouer là-bas. Aussi simple que ça. Et soit un camp gagne sur l'autre, soit au-dessus de vos têtes, il y a négociation. Il y a négociation au-dessus de vos têtes. Mais c'est clair, Charlie, élémentaire. C'est vos têtes. Et le pays ne sort pas vainqueur de là. Il reste statu quo. Le pays ne sort pas vainqueur. On diffère la crise qui va rebondir plus tard encore sur un modèle plus aggravé. Parce qu'on n'a pas traité le vrai problème. Nous devons pleurer sur le Soudan. C'est pour ça que tout à l'heure, quand le docteur Ngom convoque l'Union africaine, mais c'est pas possible. C'est pas comment on va faire avec cette histoire. Nous devons régler la question de l'Union africaine. Pourquoi vous vous interrogez tous? Je réfléchis à ça. Comment? Pourquoi? L'Union africaine. Mais c'est une calamité. C'est-à-dire que l'Union africaine est notre problème majeur. C'est même pas l'Occident. C'est l'Union africaine là actuellement. Parce que si on met une organisation qui parle à votre nom, alors qu'elle n'est pas de vous, vous êtes mal parti. Nous devons stopper ça très rapidement, l'Union africaine. Soit elle perd son aggiornamento rapidement, mais soit cette affaire-là, il faut qu'on poursuive ça. Moi, je suis clair. Imaginez un conflit comme celui-ci, qui devait être en première ligne, qui devait être en train d'organiser la riposte africaine. Vous imaginez la puissance de parler d'une seule voix en Afrique? Vous imaginez-vous que si on avait une Union africaine, donc c'est lui qui finançait le budget, c'est lui qui avait construit le siège. C'est-à-dire que c'est pas l'entreprise chinoise qui a donné les sièges et a bourré ça de micros. A raison, en plus. Mais si moi je construis votre siège, je mets le micro comme je veux, c'est moi qui construis, non? On se plaint de quoi? Voici un continent qui au XXIe siècle n'est pas en mesure de s'offrir un siège pour l'organisation censée parler à son nom.
Et vous voulez parler de la géopolitique mondiale? Attendez. Il y a un problème. Mais le monde rit quand tu regardes l'Afrique. Il faut arrêter. Notre prochaine cible, c'est l'Union. Il faut qu'on récupère l'Union africaine rapidement pour qu'elle commence à s'occuper des tâches minimales sur le plan géopolitique. On va lui apprendre à faire ça, c'est pas compliqué. Imaginez-vous que si un conflit comme celui-ci, l'Afrique parle d'une seule voix. Mais vous allez voir comment ça va trembler. Le monde sait que c'est l'Afrique qui est le ventre du monde. C'est connu. C'est connu. Dans un monde multipolaire comme qui se dessine, vous imaginez si on avait des dirigeants au niveau des enjeux, une société civile au niveau des enjeux, des intellectuels au niveau des enjeux, vous imaginez ce qu'on peut faire dans le monde? Parce que le peuple africain a compris. Le peuple africain a compris. Le conflit soudanais nous parle. Parce que ça va pas s'arrêter là. Et on dit, il a si bien. J'explique où ça va partir. On va diviser chaque pays en trois morceaux. Puis c'est le monde multipolaire. Ça va traverser les pays. Éclatement du continent en même 1000 blocs. 1000 blocs. Mais il ne faut pas qu'on en arrive là, président Bandakani. Non, vous ne réglez pas un débat comme ça. Bon, vous êtes modérateur, je comprends. Nous posons un problème sérieux. Le problème là est sérieux. Tout à fait. On ne va pas arriver là parce qu'on est là, on est en train de se battre. Justement. Mais nous posons des problèmes pour qu'on comprenne. Il faut que l'Union africaine arrête de se présenter comme l'organisation de l'Afrique et prendre des grands airs alors que elle ne travaille pas pour le continent africain. Il faut que rapidement on se ressaisisse. 75% de son budget est financé par qui? Et tu m'as dit quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit dans un débat sérieux dans le monde? Tu es un boy. On te dit pas, tu parles là-bas. Ces gars sont des salariés de l'Union européenne. Quand les Européens parlent, ils ferment leur bouche. Moussa Faki va dire quoi dans un débat international? Les présidents africains vont s'asseoir parler quoi? Qu'ils ne sont pas en mesure de financer le siège de leur organisation continentale. Chacun va individuellement, va négocier ses affaires. Ça ne marche pas. Donc il y a un grand défi que nous avons à relever, c'est cette affaire-là. C'est comme ça qu'il faut écouter l'affaire du Soudan. Il ne faut pas seulement analyser comme ça, dire qu'on a bien analysé. Nous ne sommes pas des journalistes. Moi, ce n'est pas un journaliste. C'est un homme politique qui veut changer l'Afrique. Tout à fait. Donc, quand on fait une analyse, il faut prospectiver l'alternative immédiatement. Vous comprenez? Et heureusement, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Il faut rapidement que nous commençons à penser l'Afrique sur le plan géopolitique. Même s'il faudra commencer avec 2, 3, 4 ou 5 États, il faudra commencer. Si c'est l'Union africaine, il faut que les conditions, soit pour la mettre ou pas, soit on détruit ça. On s'en fout que les présidents aient signé les CAF. Ça ne nous engage pas. On s'en fout. Parce qu'on sait dans quel contexte ils sont allés signer cette affaire-là. À quoi ça sert d'avoir, vous dites que vous avez un marché commun? Voilà le Soudan qui brûle. C'est quel marché commun ça? Voilà le Soudan qui brûle. Dans un marché commun, il n'y a pas de conflit comme ça. Est-ce que vous le savez? Regardez l'Union européenne. Vous voyez un conflit pertinent dans un pays de l'Union européenne. C'est parce qu'on sait que bon, si on va parler d'économie sérieusement, si les choses on règle ça d'abord. Peut-être que c'est de sécuriser l'investissement d'un certain type. On règle d'abord ça. Mais voici un continent où voilà deux têtes d'une armée qui sont en train de s'affronter. J'ai pour le palais. L'autre dit que non, tu vas à l'aéroport. Non, tu vas pas à l'aéroport, tu mens. Moi j'ai le palais. On tire partout, tout, comme on dit au quartier. Et les puissances et les nations sont là pour regarder et rire. On a un tel côté, on a un tel côté. Pourvu qu'à la fin, les accords débouchent sur le fait que vous de ce sol-là, ça nous appartient. On va encore mettre une nouvelle base militaire ici. On ne veut pas te voir avec les Russes, toi. On ne veut pas voir des bases russes ici. Ou bien à la fin, on dit ok, oui, base russe, mets-toi là. Mais dans le cas d'un accord qui ne vous concerne plus, qui ne vous concerne pas. Donc, c'est un défi, on va relever ça. Les panafricanistes sont des gens courageux, on est sérieux dans cette affaire. On va relever ça. On va créer les conditions pour que l'Union africaine se ressaisisse et travaille pour l'Afrique. Merci. Nous allons faire ce travail. Vous savez qu'on a commencé l'affaire, si je vais chuter par là, monsieur. Oui, je vous en prie. Quand cette affaire a commencé, il y a 10 ans, 12 ans, personne ne croyait qu'on va arriver là où on est arrivé. Donc quand nous disons qu'on va récupérer l'Union africaine là, croyez-moi ça va se faire, on ne blague pas. Ils peuvent s'asseoir là-bas et continuer à percevoir les euros de salaire à la fin du mois. Aller passer les vacances à Washington et partout, dire qu'ils représentent l'Afrique. C'est pas même que de respect. Moi on est en train de les interpeller. Ils doivent se ressaisir, les dirigeants doivent se ressaisir. Parce qu'il faut convoquer une nouvelle rencontre fondamentale pour revoir les bases de cette organisation. Première chose à faire, on ne reçoit plus 5 francs de l'Europe, on finance notre budget nous-mêmes.
Mais donc, c'est qu'elle a fait ça, non? Entièrement d'accord. Mais on ne peut pas financer l'Union africaine. Mais c'est qu'elle a fait ça. La condition d'asseoir tout ça sur les peuples. La souveraineté des peuples. C'est ça qu'il s'agit. Ouais. Est-ce que l'Afrique n'est pas mesurée? Mais quand même, bon ça. La première condition de parler de la géopolitique dans le monde, c'est qu'on finance l'Union africaine nous-mêmes. Bon, je vais vous effrayer, vous n'êtes pas me croire. Non, pas du tout. Mais normalement, non, je vais dire un truc qui ça me fout. Hein. Non. Mais normalement, on doit raser le siège de l'Union africaine pour le construire par nos moyens. C'est une honte. Allez donner, allez dire aux Chinois que vous allez leur offrir le siège de leur parlement s'ils vont accepter. Allez demander à nos amis chinois que, ok, nous sommes des philanthropes gentils, nous voulons financer le parlement chinois pour symboliser la bonne coopération entre nous et vous. Ils ne peuvent pas accepter parce que ce sont des principes. Ce sont des principes essentiels. On ne négocie pas ça. Mais quel est ce continent ils vont même s'asseoir à l'intérieur. Ils sont contents. Hein? Qu'on est au bureau de l'Union africaine, là, c'est à l'intérieur. Chaque conflit, ça, c'est pour vous. Qu'est-ce que les Chinois sont venus vous offrir un siège? Dans un monde géopolitique où les rapports internationaux sont des rapports de guerre. Que les Chinois m'excusent, je crois à la coopération avec la Chine. D'accord, c'est entendu. Mais je crois dans le sens où, comme ils ne peuvent pas accepter que moi je les offre le siège de leur parlement, oui. Ils comprennent très bien pourquoi je dis que nous devons financer notre siège et financer notre fonctionnement. D'accord, c'est entendu. Merci donc à vous, Président Mbanda.